Franchement, la bipolarité, je la déteste, comme je disais tout à l'heure, mais il y a une chose pour laquelle je chéris le fait d'être bipolaire, c'est cette phase hypomane. Parce que c'est la meilleure chose qu'on peut expérimenter en tant qu'humain, tout simplement. Ouais. Apprenti psy, 6e prise. Non, Bon, alors, nous sommes avec Alix. Bonjour Alix. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Du coup, Alix a des troubles bipolaires. C'est pour ça qu'on est là pour parler de ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu genre, comment ça s'est passé, comment s'est passé ton diagnostic et tout, depuis quand ça date, depuis quand tu le sais, un petit peu nous présenter ça, quoi. Depuis quand ça date, c'est un petit peu compliqué parce que je pense que j'ai des symptômes depuis que je suis enfant. D'habitude, c'est pas vraiment depuis qu'on est enfant. Normalement, ça se développe. Ça se développe que vers l'adolescence, normalement, plus généralement. Mais après, mes symptômes, ils ont pris vraiment beaucoup d'ampleur quand j'étais au lycée. Surtout, ce qui a déclenché, c'est quand j'ai fait ma phase maniaque. Donc pendant 10 jours, j'ai halluciné. J'étais vraiment au plus mal. Et là, après plusieurs années de suivi psy, parce que je vois des psys depuis que je suis toute petite, on m'a dit, là, il y a trouble de l'humeur bipolaire quand j'étais en terminale. Ok. Et c'est en fait, parce que tout à l'heure, on a un peu discuté et tout, et tu m'as parlé de cette phase maniaque que tu as eue pendant 10 jours. Et en fait, ça, c'est ce qui t'a permis de te rendre compte de ta bipolarité. En fait, c'était ta première phase, ça. Mais en fait, il n'y a pas que ça, parce que j'ai vraiment eu des tendances à avoir des longues phases de plusieurs mois de dépression, puis des mois plus hypomanes depuis que je suis petite, surtout depuis le collège. Mais ce qui a permis aux psychiatres qui me suivaient déjà pour dépression, en fait, de dire que c'était de la bipolarité, c'était cette phase maniaque-là qui a duré 10 jours, pendant laquelle je racontais n'importe quoi, pendant laquelle je suis littéralement devenue folle, en fait. Okay. C'est ça qui a permis à ce moment-là de dire ok, il y a un épisode maniaque, donc c'est de la bipolarité, et particulièrement de la bipolarité de type 1. Ok, en fait, au début, tu étais suivi pour de la dépression, et genre c'était un peu considéré genre crise d'ado, dépression, machin. Et en fait, c'est la phase maniaque qui a permis aux psychiatres de dire ah, mais en fait, c'est de la bipolarité. Voilà. Même si, quand même, depuis toutes ces années, il y avait quand même le doute de dire peut-être que. En plus, il y avait des antécédents familiaux parce que c'est une maladie qui est héréditaire. Du coup, j'ai une tante et un père qui sont bipolaires, donc forcément, il y avait la puce à l'oreille, quoi, déjà. Ouais, d'accord. Ok. Et tu dis trouble bipolaire de type 1. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ? En fait, il y a plusieurs types de bipolarité. Le mien, c'est ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. Ouais. C'est l'alternance de longues phases pendant plusieurs mois. Moi, la plupart du temps, je suis dépressive, donc pendant 8 mois dans l'année, je suis dépressive. Voilà. Et les autres mois dans l'année, je serai plus dans une phase hypomane, c'est-à-dire une phase haute dans laquelle je vais ressentir beaucoup plus d'euphorie, une habilité à faire plein de projets, à avoir une vie sexuelle extrêmement développée aussi, pendant les 4 mois qui restent. Et tout à l'heure, on faisait bien la distinction entre ce qu'on appelle la phase maniaque et la phase hypomane. En fait, maniaque, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment le moment où tu te mets même à avoir des hallucinations et tout. C'est très, très fort, en fait. En fait, c'est le sommet de la phase haute. C'est le sommet de la phase hypomane. Okay. C'est le moment, là où on veut pas aller, quoi. Parce que, clairement, on perd le contact avec la réalité. On est tellement dans nos pensées. On pense à 6 trucs à la fois. On est tellement déconnecté de la réalité qu'on en vient même à croire des choses irrationnelles, comme par exemple qu'on est Dieu, qu'on est plus fort que tout le monde, qu'on est invincible. Et là, c'est un problème, parce que les hallucinations, elles arrivent du fait des troubles de la perception, en fait. Et du coup, toi, quand tu avais eu ça, quand tu avais ta phase maniaque, du coup, tu n'étais pas encore sous ce qu'on appelle des thymorégulateurs, du coup, c'est des régulateurs de l'humeur. Du coup, tu n'avais pas ton traitement. Non. Et c'est pour ça que c'est allé jusque là, ça veut dire que maintenant, avec ton traitement, tu ne peux pas atteindre une phase maniaque ? Depuis, ça m'est plus arrivé. Techniquement, je pense que ça peut arriver, tu vois, selon les événements de ma vie, s'il y a vraiment des événements qui me déstabilisent ou pas, mais pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé, et j'espère que je serai plus jamais en phase maniaque de ma vie. Ouais, ça fait peur. Ouais, clairement, ça fait très peur, parce que c'est une partie de soi-même qui est très sombre, en fait, et je pense que tous les humains ont ça, mais on s'en rend compte ou pas, selon si on ouvre la porte, quoi. Ouais, ok. Bah, du coup, tu disais des longues phases, parce que peut-être que les gens, ils savent pas du tout, peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder ça, qui savent pas du tout ce que c'est la bipolarité. Je sais pas si on l'a expliqué vraiment. En gros, c'est une alternance entre des phases hautes et des phases basses. Peut-être on peut lire ce que les gens, ils ont dit, ce qu'ils pensent. Dans la tête des gens, c'est quoi la bipolarité ? Bon, après, les gens qui ont répondu, c'est des gens qui s'y intéressent déjà un peu, donc normalement, ils devraient pas dire trop de conneries.
Si tu veux les lire et dire un peu genre ce que t'en penses. Subir des changements d'humeur constants sans pouvoir y faire grand-chose. C'est assez intéressant ça. Je pense que je vais passer ma vie à dire que c'est assez intéressant parce que j'ai déjà lu les questions, elles sont cool. On les a déjà lues, les questions. Mais sans pouvoir y faire grand-chose, les changements d'humeur, en fait, on est complètement passif face à ça. C'est quelque chose qui prend le contrôle de nous et on peut pas y faire quelque chose, même si on a envie. Et c'est très compliqué de mettre notre volonté, enfin de faire en sorte que notre volonté prenne le dessus sur le reste. En fait, c'est peut-être ça un peu qui est énervant sur les gens qui disent oui, moi je suis grave bipolaire. Parce que du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est oui, mais toi, tu peux y faire quelque chose. Genre, ça prend pas le contrôle de toi, quoi. Voilà, c'est juste que tu pètes un câble ou parce que tu décides de faire. Exactement. Après, subir des changements d'humeur constants, ça dépend du type de bipolarité. Je sais que les gens a priori qui ont bipolarité de type 2, ils ont des changements beaucoup plus rapides qui peuvent se matérialiser sur plusieurs semaines, jours, voire heures. Alors que moi, c'est vraiment. Quand j'ai pas les médicaments, du coup, des changements qui s'opèrent sur des périodes de mois, quoi. Toi, tu disais que c'était saisonnier, toi. Ouais, voilà, je disais même que c'est saisonnier, ouais, effectivement, parce que l'été, je suis plutôt haut et je butine, et l'hiver, je suis complètement dépressive, et c'est une version de moi comme une ombre, quoi. Mais après, c'est sans les médicaments. Là, j'ai parce qu'en fait, avec les médicaments, ça fait quoi, en fait ? Est-ce que ça ralentit les phases, en fait, ou est-ce que ça te ramène à un état à peu près linéaire, ça t'empêche. C'est quoi en fait ? Ça les atténue en fait. C'est le deuxième truc que tu as dit. Les phases basses sont moins basses, les phases hautes sont moins hautes. Voilà, c'est ça. Et donc je peux le sentir depuis que j'ai les médicaments, depuis que j'ai le lithium là, que je prends depuis 2 ans et demi, 3 ans, je vois que je ressens les phases, mais beaucoup moins fort en fait. Okay. Donc je sais que je suis légèrement haut l'été, légèrement bas l'hiver. Mais ça atteindra jamais les sommets que ça avait atteint quand j'étais au lycée, quand j'avais pas de traitement. Et je sais que si j'arrête les traitements, je risque de recôtoyer ces extrêmes-là qui sont insupportables à vivre. Ok, donc en fait, c'est vraiment... Les médicaments, c'est pas du tout un truc que tu dis est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas. C'est trop bien, en fait, c'est juste trop bien. Les médicaments, ça marche bien. Toi, tu dis franchement, par rapport... Après, ça dépend de ce qu'on prend, parce que y a... je sais que le lithium, il n'a pas beaucoup d'effets secondaires sur moi, mais que j'ai d'autres traitements en parallèle si jamais je vois que c'est pas stable et que j'arrive pas à contrôler, que je prends, qui en sucent beaucoup plus, qui rendent un peu zombie. En fait, je dis que je suis dans mon mode zombie quand je prends ces médicaments-là, et là, c'est beaucoup moins facile à gérer, en fait. C'est ça. Ok, c'est quand t'as des montées un peu fortes, tu prends des sortes de calmants un peu forts aussi, du coup. C'est ça, le truc. Mais après, ça dépend. Il y a certains bipolaires qui peuvent conscientiser de les prendre tout seuls, et d'autres, il faut qu'on leur dise, que c'est des infirmiers ou des psychiatres qui leur disent de faire ça. Alors que moi, j'ai la chance de pouvoir être autonome, quoi. J'ai hyper envie qu'on parle de ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant tout à l'heure quand tu m'en as parlé, parce que ça, tu vois, c'est un truc que j'ai pas du tout vu en cours. Enfin, j'ai pas le souvenir sur la conscientisation de tes phases, en fait. Toi, tout à l'heure, tu disais, en gros, que t'arrivais à conscientiser tes phases et te dire là, en fait, je suis en phase hypomane et c'est pour ça que je pense comme ça. Et là, je suis en phase basse et tout, et c'est pour ça que je suis pas bien. En fait, je parle vraiment purement personnellement parce que je sais que c'est pas le cas pour d'autres personnes qui sont bipolaires, mais ma façon d'apprendre à vivre avec ce handicap-là, c'est de prendre conscience de la psychose. Donc ça veut dire que c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est une espèce d'auto-observation constante où je vais me regarder en faire pour me dire, là je suis un peu trop haut, un peu trop bas, là je suis un peu trop... Et le fait d'être consciente de ça, ça fait que je vis plus normalement en fait que d'autres bipolaires qui n'arriveraient pas à avoir conscience de... Tu penses que c'est très compliqué si t'as pas la conscience de tes phases ? Tu penses que ça change quoi concrètement ? Attends, je vais prendre ce truc là, je vais poser le téléphone dessus parce qu'il vibre. C'est super chiant. Oh, en fait, je vais le mettre en mode avion. Hop, on apprend des erreurs, c'est génial. Ouais, tu penses que... Désolé. Tu penses que ça change quoi Tu penses que ça change quoi de pas conscientiser tes phases ? Est-ce que tu penses qu'il y a des risques à ça Il y a carrément des risques. En plus, de base, on est beaucoup moins autonome. Si on ne conscientise pas les phases, ça veut dire qu'on est esclave de la maladie. Moi, je deviens de moins en moins esclave de ma maladie. C'est de moins en moins la maladie qui dicte mes actions. Si j'ai conscience de comment je suis... Si je sais, là par exemple, je suis... je n'ai pas d'exemple en fait à citer, mais je suis beaucoup plus autonome si j'arrive à le conscientiser. Parce que c'est moins dangereux pour moi, parce que parfois je peux me lever, comme ça m'est arrivé hyper récemment, et voir tout en noir, et tout d'un coup la phase basse qui arrive et on ne sait pas pourquoi, et les idées suicidaires elles viennent en fait. Et là par exemple j'habite au 4e, et si je ne conscientise pas que c'est ma phase basse,
et je conscientise pas que mes idées suicidaires, c'est pas moi, Alix, la personnalité qui me dit qu'il faut que je me jette par la fenêtre, je risque de me jeter par la fenêtre. Parce que je sais pas si c'est super clair, mais... Ouais, si, c'est clair. En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est comme si tu... Ce qui différencie, c'est que quand tu conscientises, c'est comme si en fait tu voyais quelqu'un qui toquait à ta porte et qui te disait t'es mal, saute du 4e étage, alors que si tu conscientises pas, t'as vraiment l'impression que c'est toi qui parles, quoi. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est juste une prise de recul en se disant c'est la maladie en phase qui parle. basse, c'est la maladie qui parle, et en phase haute aussi. Et en phase haute, c'est beaucoup plus compliqué parce que la phase haute, c'est le meilleur truc du monde. Donc en fait, pour se dire là, en fait, ce que tu vis, c'est parce que t'es en phase haute. Ouais. C'est pas forcément toi qui t'apporte le bonheur de la phase haute. C'est beaucoup plus compliqué à jauger en fait. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, quand t'es en phase basse, tu te dis bah tant mieux, c'est la maladie, c'est pas moi. Alors que la phase haute, t'as envie que ce soit toi en fait. Du coup, voilà, exactement. C'est parce qu'en fait en phase haute, c'est comme une version, on est comme une version idéalisée de soi-même en fait. On est à 300 000% de ce qu'on peut être. Donc on se dit c'est moi, c'est vraiment moi, et ça c'est la personne que j'ai envie d'être. Sauf qu'en fait, si on fait attention aux symptômes et tout ça, enfin si je fais attention aux symptômes, je peux me rendre compte que finalement c'est peut-être la phase haute qui parle et c'est pas moi en fait. Ouais, ok. Donc c'est plus dur. Voilà, donc c'est plus dur parce que pour vouloir quitter l'état de la phase haute, c'est toujours très compliqué. T'as pas envie de la quitter, en fait, t'as envie de te dire ça y est, je me suis trouvé. Voilà, c'est ça. Et en plus, après, il faut quand même la quitter, en l'occurrence prendre des médicaments pour calmer ça, parce qu'il y a un principe avec la bipolarité, c'est que plus on monte haut, plus on descend bas. C'est tout le temps ça. Donc si on côtoie un extrême en haut, on côtoie les extrêmes en bas. Ça veut dire que c'est juste une question de temps avant que... Enfin, on est toujours entre le marteau et l'enclume, quoi. Je voulais parler de la conscientisation encore. Et je veux dire, est-ce que tu penses qu'on peut... Enfin, je sais pas, est-ce qu'on t'a dit peut-être, parce que toi, tu vois une psy psychiatre. Ou un psy, un ou une psychiatre, j'en sais rien. Une psychiatre. Et des psys aussi, des psychologues ou pas? En fait, là, maintenant, non. J'ai envie de reprendre parce que... Enfin, j'ai repris contact avec une psychologue, là, récemment. Mais j'ai passé 3 ans, là, les 3 ans que j'ai eu à la fac sans psychologue. Mais par contre, quand j'étais au lycée, j'en suivais. Parce qu'effectivement, la psychothérapie, ça peut aider à apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer les événements de la vie qui déstabilisent aussi. Parce que y a des moments, la bipolarité, c'est... Oh là là, un matin, tu te réveilles et hop, t'es en phase basse et tu peux rien y faire. Mais par contre, il y a d'autres moments où c'est des événements qui amènent à se sentir comme ça, en fait, comme une personne normale aurait des downs. Sauf que nous, ce sera plus intense, en fait. Et donc, la psychothérapie, ça va aider à gérer tout ça, à gérer la vie, en fait. Ok, est-ce que ça t'aide à conscientiser aussi? Parce que justement, ma question était sur la conscientisation. Est-ce qu'on peut apprendre à conscientiser? Tout à l'heure, ce que tu as dit par rapport aux idées suicidaires, tu dis, mais en fait, c'est juste absolument primordial d'arriver à conscientiser, en fait. Oui. Ça s'apprend? Il faut beaucoup d'autodétermination. Je connais des bipolaires qui n'y arrivent pas et qui ne veulent même pas y arriver. Parce qu'en fait, qui ne veulent même pas y arriver. C'est peut-être pas ça le terme, c'est tellement violent d'avoir certaines pensées, d'avoir certains symptômes, que c'est déjà difficile de lutter contre. Donc en fait, pour prendre conscience que c'est ça, c'est encore plus difficile. Et il y a des gens qui n'ont pas la force, pas l'accompagnement aussi, parce que moi j'ai la chance d'avoir un entourage qui arrive à m'accompagner correctement. Et une situation matérielle confortable aussi, qui fait que je peux avoir vraiment le temps de m'analyser et tout ça. D'autres personnes n'ont pas forcément ces capacités-là, pour plein de raisons. Donc c'est en tout cas dans mon cas c'est primordial pour que je puisse avoir une vie on va dire normale, mais pour d'autres personnes malheureusement c'est un luxe auquel ils n'ont pas accès, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience personnelle de la phase hypomane par rapport à la créativité? Genre là on est dans un lieu où il y a des dessins, des trucs, je sais pas, genre t'es un peu dans l'art quand même, genre t'es assez productive artistiquement. Est-ce que c'est quoi le rapport entre tes phases hypomanes et ça? Justement, en fait, franchement, la bipolarité, je la déteste, comme je disais tout à l'heure, mais il y a une chose pour laquelle je chéris le fait d'être bipolaire, c'est cette phase hypomane, parce que c'est la meilleure chose qu'on peut expérimenter en tant qu'humain, tout simplement. Ouais, parce que, en tout cas, par rapport à mon expérience, je deviens hyper productive, j'ai une créativité qui se développe de ouf, mais en 2 secondes, quoi. J'ai 10 000 idées à la seconde. J'ai l'impression qu'intellectuellement, je suis beaucoup plus forte, quoi. Même, en fait, j'ai l'impression que même physiquement, je suis plus forte. J'ai mon corps qui se porte plus énergiquement, on va dire. Et c'est comme si j'étais à 200-300% de moi. Enfin, je sais pas comment dire, c'est le truc... Est-ce que tu as des anecdotes? Des trucs précis qui t'ont marqué? Putain, mais là, j'ai pu faire ça. Et tu vois?
Des anecdotes, bah après c'est souvent quand je suis en phase hippomane, je suis beaucoup plus audacieuse, j'ai beaucoup plus, je vais voir les gens, je suis beaucoup plus sociable, je suis beaucoup plus, j'ai pas vraiment d'anecdotes, mais je suis comme une personne beaucoup plus enjouée, beaucoup plus, c'est la personne que j'aimerais être tout le temps en fait, donc je sais pas si j'ai des anecdotes. Je parlais de la créativité, où tu sais qu'il y a des dessins, des projets genre de peinture ou trucs comme ça que tu as fait dans ces moments-là, tu vois. C'était ça un peu la question. Ouais, bah, si c'est ça, on peut dire que artistiquement, du moins, mes dessins, c'est pendant que la phase hippomane que je produis vraiment quasiment tout, quoi. Est-ce que tu crois, ça c'est un truc, tu vois, moi je fais un peu de musique, et c'est un truc auquel j'ai du mal à croire, c'est, tu sais, la productivité dans la tristesse. C'est-à-dire, tu sais, on dit, oui, il faut être mal pour produire, pour écrire, pour dessiner, ou je sais pas quoi, mais moi quand je suis mal, j'ai pas du tout envie de faire de la musique, tu vois. Quand je suis mal, je me mets sous un plaid, je regarde les Simpsons et je mange des pâtes, tu vois. Bah, ça dépend parce que tu vois, mes plus gros projets artistiques difficiles à réaliser, comme par exemple des fresques ou des trucs hyper colossales, c'est les phases hippomanes qui me permettent de réaliser. Par contre, j'ai d'autres choses, je fais beaucoup d'autoportraits et pendant mes phases basses, c'est là que je fais le plus d'autoportraits par exemple. Ah ouais, ok. Parce que j'ai besoin de dessiner mes émotions, j'ai besoin que ça sorte en fait. Et effectivement, il faut être mal pour produire, ça me parle quand même. Beaucoup parce que même si je produis moins, je produis des choses qui sont quand même beaucoup plus Profonde. entre guillemets profondes, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est parce que j'extériorise quelque chose, quoi. Et tu prends des artistes connus comme Amy Winehouse qui a fait le deuxième album qu'elle a fait. Ouais. Il parle vraiment de choses très 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 tristes et pourtant c'est un des albums c'est son album qui s'est le plus vendu. Elle a extériorisé comme ça en fait. Donc finalement et ça c'est tout le monde en fait, c'est pas que les bipolaires, je pense que c'est juste un débat, ça dépend des gens, quoi. Ouais, donc finalement la créativité elle existe quand même dans la phase basse. Parce qu'on parle beaucoup dans la bipolarité, on parle beaucoup de créativité, productivité pendant la phase hippomane et tout, mais finalement la phase basse ne t'empêche pas non plus d'être... Enfin, je veux dire, c'est pas la bipolarité qui te donne ta créativité, tu vois. T'as une créativité quand même, Je même sais quand pas, t'es en phase parce basse. que qu'est-ce que j'aurais extériorisé si j'étais pas bipolaire, tu vois. C'est la question. Alors, genre, je te rassure. Il y a beaucoup de choses à extérioriser. Même, non, mais oui, mais tu vois, je sais pas, parce que j'ai toujours été comme ça. Donc en fait, Ouais. même mon processus créatif, il est comme ça. Quand je dessine, je fais des autoportraits ou alors je dessine mes émotions. Comme elles sont extrêmement intenses et parfois extrêmement violentes, c'est ça que j'extériorise, tu vois. Ouais, ok. Après, qu'est-ce que je... Parce que chacun extériorise un peu, finalement, c'est un petit peu ses troubles, enfin ses trucs, son introspection, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Et mais... toi, elle est liée à ça. Voilà, donc je sais pas à quoi elle ressemblerait si j'avais pas la bipolarité. Alors là, on a des questions. Tout à l'heure, les questions. Est-ce que tu veux parler, envisages-tu un... Alors, les gens écrivent un peu bien. La question est très mal formulée, mais c'est quoi que tu en as compris, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que, comment gères-tu ta vie de famille? Alors ça dépend si on parle future vie de famille ou vie de famille actuelle, tu vois. C'est comme tu veux. On va peut-être parler un peu des deux. La vie de famille actuelle, je suis encore beaucoup chez mes parents, d'autant plus avec cette situation de Covid, là j'y suis retournée quand même pas mal, quoi. Donc ma petite sœur a appris à gérer vraiment très près de moi quand je fais des crises. Elle sait, c'est elle qui me ramène à la réalité quand je suis plus très connectée à la réalité, par exemple. Et puis j'ai la chance d'avoir ma mère aussi qui m'accompagne très très bien là-dedans, et elles sont mes piliers, c'est-à-dire que si je vois que je suis pas bien, je sais que je peux rentrer et que c'est un espace safe dans lequel je serai en sécurité, quoi. Okay. Donc ça c'est une bonne chose. Après future vie de famille, comme je te disais tout à l'heure, je veux pas d'enfants. C'est vrai. Je veux pas d'enfants parce qu'il y a tellement de chances qu'il soit comme moi que ce serait invivable d'abord pour moi de revoir quelque chose, une souffrance comme la mienne, et même pour lui, je peux pas avoir la responsabilité de me dire je vais lui faire vivre potentiellement un calvaire, en fait. Ok. Parce que c'est génétique. C'est vachement génétique, je crois. C'est un truc qui est hyper génétique. Ok. Et c'est t'es un peu, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, je voulais te demander, genre, est-ce que ça fait partie des choses qui te font souffrir dans la bipolarité, par exemple, ce genre de truc? En fait, comme c'est trop loin, par exemple, le fait d'avoir des enfants, j'ai encore que 20 ans, donc c'est vachement loin, donc je sais pas si j'arrive encore à l'anticiper vraiment concrètement. Peut-être que quand tout le monde aura des enfants, ça me fera souffrir. Mais pour l'instant, ça va. Après, c'est aussi... on peut se poser la même question aussi pour les relations amoureuses, par exemple. Tu vois, comment avoir un enfant si, de base, j'arrive pas à avoir un compagnon, une compagne stable? Alix, quelle transition. Parce qu'on a la question,
Sur les relations amoureuses. Du coup, je t'ai coupé, c'était bête de ma part. On est là pour apprendre. Oui. Mais t'allais partir là-dessus. Tu disais quoi? Les relations amoureuses, c'est une question qui peut être compliquée selon le modèle de relation qu'on a. Par exemple, je sais que un des trucs que les médicaments ne m'enlèvent pas, c'est les phases hyposexuelles, hypersexuelles. Okay. Genre, à des moments, je vais pas du tout avoir une libido complètement morte et d'autres, une libido vraiment très développée. Donc, c'est pas gérable, même pour un seul partenaire, en fait, je pourrais pas. Enfin, ça donnerait des situations complètement horribles de devoir demander comme un accro, en fait. Ah, c'est vraiment. Ah oui, c'est pour ça que tu insistes sur le très. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui se contrôle pas vraiment, quoi. Donc, en fait. J'ai toujours pris le parti de me mettre dans des couples libres, justement pour cette raison. Parce que quand je suis en phase hyposexuelle, ben, au moins, il ou elle peut aller voir ailleurs. Et quand je suis en phase hypersexuelle, je peux aller voir ailleurs. Et donc, combler cette libido, en fait, qui est surprésente et très très forte, quoi. Par exemple. Après, il faut se rappeler que si on accepte d'être en couple avec moi, c'est être en couple avec une personne handicapée. Donc la bipolarité fait tellement partie de mon quotidien qu'on est obligé de savoir appréhender mes phases pour appréhender moi, en fait. Donc c'est beaucoup de patience. En fait, ouais, tu utilises vraiment le mot handicapé. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit que tu avais un statut... Est-ce que par exemple, tu as le statut travailleur handicapé ou un truc comme ça? Ouais. Voilà. Depuis très récemment, là. Donc il faut vraiment... Enfin, pour une personne qui veut être avec moi, en couple, il faut accepter ces changements, quoi. Il faut accepter que ça bouge très vite, que ces changements d'humeur, même si je fais tout, absolument tout pour me contrôler, surtout dans ce domaine-là, en fait, c'est quand même pas toujours évident, quoi. Ça, c'est vraiment le problème des troubles psy, c'est que pour que ça rentre dans la tête des gens que c'est un handicap, tu sais, c'est un handicap invisible, c'est hyper compliqué, quoi. Et oui, et ça, en fait, y a beaucoup de gens qui mettent très longtemps avant de se rendre compte. Même les gens qui mettent toute la bonne volonté du monde, ils voient pas forcément à quel point ça peut jouer sur la personnalité, jouer sur comment je vais être le lendemain, quoi, par exemple. On parle d'addiction. On parle d'addiction. C'est très gai, hein. Non, de toute façon, la bipolarité, c'est pas un sujet super joyeux. Addiction. Donc, Toi, tout à l'heure, t'as parlé d'addiction au sel. Ouais. C'est incroyable. Ouais, pendant des années, et j'en suis défaite, mais c'est pas encore tout à fait ça. Pendant des années, je me levais la nuit pour bouffer du sel à la cuillère. Ah ouais. Comme ça. C'est incroyable parce que, comme quoi, quand on pense addiction, tu vois, on pense vraiment drogue, substance psychotrope, tu vois. Mais ça peut. En fait, l'avantage dans le fait d'avoir été diagnostiqué tôt, c'est qu'on m'a prévenu qu'il fallait me tenir loin de tous ces mondes-là, l'alcool, la drogue et tout ça. Et que moi, en plus, ça m'a jamais vraiment attiré, tout ça. Donc en fait, je me suis tenue loin assez naturellement. Par contre, il y a eu la bouffe, comme je disais tout à l'heure, pendant longtemps aussi, j'étais accro au Nutella, je mangeais genre 2 kilos de Nutella par semaine, tu vois. Ah oui, ok. Quelque chose comme ça. Et puis le sel, c'est pareil. En fait, on m'a toujours dit que quand on est bipolaire, on est plus enclin à avoir des addictions que les autres personnes. Mais en fait, ça rejoint vachement... tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais vu en cours une étude qui essayait d'établir le lien entre addiction et bipolarité. Et il disait que c'était bizarre, qu'il n'y avait pas vraiment de recherche de l'état hypomane dans la drogue et tout. Mais par contre, il disait que l'addiction, elle est quand même là, tu vois. Mais oui, mais parce que... l'addiction au sel. Non, moi, désolé, mais tu vois, l'addiction au sel, par exemple. Tu vois, il n'y a pas de recherche d'état... Non, mais c'est juste qu'on a besoin de doudou. En fait, c'est tellement... Enfin, souvent, les gens qui ont des addictions, ils disent ça, c'est qu'ils ont besoin d'un refuge. Par exemple, quand tu vas fumer ta clope et que tu es accro à la clope, tu vas attendre ta pause clope pour aller fumer ta clope, pour te rassurer si tu es stressé, juste par habitude, tu vois. Ouais. Et ce côté-là de l'habitude, ça fait comme un doudou. Mais c'est ça dans toutes les addictions, quoi. Et puis moi je sais que par exemple celle du sel, ça a commencé le moment où j'étais au plus mal. C'était tellement horrible de manger du sel qu'en fait j'oublie, par le fait que ce soit horrible de bouffer du sel, j'oubliais ce que... Tu déplaçais un peu... je déplaçais le truc, en fait. Comme les gens qui se mutilent, mais moi c'était avec le sel, quoi. C'est la même chose, parce qu'eux ils se font mal, mais moi je me faisais mal en bouffant du sel, par exemple. Et le Nutella, c'était clairement un truc de doudou, c'était une habitude, c'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire et qui était rassurante. Donc je pense que c'est pour ça, en fait. En fait, tu t'es un peu parce que finalement, le sel, le Nutella, c'est quand même des addictions qui sont... Enfin, vaut mieux ça que l'héroïne, tu vois. Ouais. Du coup, tu t'es un peu genre régulé par rapport aux addictions en sachant que t'avais... Mais j'ai eu de la chance, et comme je te disais, j'ai mon père qui est bipolaire et qui est aussi alcoolique.
Et j'ai vu que c'est un combo qui marche vraiment, pas vraiment du tout, ni sur lui, ni sur l'entourage, c'est un peu n'importe quoi. Donc je me suis vraiment tenue loin, j'ai eu de la chance. Après, les addictions, ça se choisit pas vraiment, quoi. Je sais que le sel, j'ai commencé parce que je trouvais ça bon à la base. Le Nutella, c'est pareil. C'est vrai que c'est agréable. Et il y a voilà. Tu sais, les gros grains de sel. Ouais, mais c'est ça, mais c'est exactement ce truc-là, tu vois. Mais bref, j'ai juste eu de la chance parce que ça aurait pu être d'autres trucs. Si ma fréquentation, par exemple, si j'avais eu, je sais pas moi, un mec drogué, peut-être que j'aurais le suivi, tu vois. Je suis pas sûre. Là, tu vois, il pose des questions sur comment s'en rendre compte et tout, parce que peut-être qu'on va parler à des gens. Enfin, tu sais, genre si on met ça sur YouTube, peut-être qu'il y a des gens qui vont cliquer, je sais pas moi. Je pense que je suis bipolaire ou suis-je bipolaire? Comment savoir si je suis bipolaire? Bah, je suis pas psy. Hein. Genre, je suis pas psy. Et moi non plus. Voilà. Allez voir un psy. Exactement. Voilà, c'est ça. Si vous avez des doutes sur quelqu'un de votre entourage, sur vous-même, il faut pas hésiter à passer la porte d'abord d'un psychologue et ensuite d'un psychiatre ou l'inverse. Enfin bref, ça dépend. C'est comme vous voulez, mais faites-le et il y a aucune honte d'aller voir un psy parce que la santé mentale, on la néglige bien trop souvent, mais il y a beaucoup de gens qui devraient y faire attention. Ça fait peur aux gens un peu? Genre, quand tu dis je suis bipolaire et tout? Quand je dis que je suis bipolaire, j'ai plusieurs réactions. Celle qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent « Ah ouais, moi aussi, je suis un peu bipolaire, je suis comme toi. » Alors que je suis là, gros, non. non. Mais, tu après... le dis d'ailleurs? Tu le dis aux gens? Ouais, je lui dis assez vite. Parce qu'il y a des moments, par exemple, en situation sociale, dans les trucs qui me stressent en tant que personne, parfois, je peux avoir des émotions très très fortes par rapport à la bipolarité, tout ça. Donc parfois, je viens à m'isoler ou à annuler des choses au dernier moment. Donc je préviens dès le départ. Je dis, bah, écoute, là, j'ai un problème de santé, c'est la bipolarité. Après, je détaille si les gens ils sont curieux. Et la plupart du temps, c'est vrai que c'est cool parce que j'ai eu des gens qui m'ont posé plein de questions juste pour se renseigner, en fait, pour eux, pour rendre leurs proches, juste par curiosité. Et ça, c'est bien. Mais par contre, il y a d'autres fois où il vaut mieux pas dire qu'on est bipolaire parce qu'on passe pour un fou, quoi. Enfin... Ah ouais? Les gens, ils ont cet a priori-là? Ouais, carrément. Ou alors une meuf très... Enfin, je pourrais dans leur tête être une meuf très chiante parce que drama queen, parce que je sais pas quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent pas ça vraiment comme une maladie, et vraiment comme un état, quoi. Comme un... Donc en fait, tant qu'ils n'ont pas conscience de ça, ils peuvent croire que c'est un prétexte pour modifier la relation que j'ai avec eux, pour me rendre intéressante. Donc en fait, je me heurte quand même à plusieurs préjugés, mais c'est pour ça que je le dis, parce que ça fait un peu ma force, quoi. Et t'ouvres ta gueule maintenant, vraiment, tu te dis... Ouais, franchement. Juste et ça. T'as bien raison. Et par rapport à des employeurs et tout, même, aussi? T'as déjà eu affaire à ça ou pas? Alors, pour l'instant, non, parce que avec ma psychiatre, on s'était arrangé. Elle m'a dit, pour l'instant, tu travailles pas parce que tu dois apprendre à gérer tes humeurs. Ensuite, tu verras. Là, maintenant que j'ai le dossier travailleur handicapé, ça va changer, je pense. Ouais. Mais, genre, heureusement que j'ai ça, parce que je me suis dit, je travaillerai pas tant que j'ai pas ce statut. Ouais. Parce qu'il faut que l'employeur il soit au courant qu'il y a des moments où je peux pas venir parce que je me lève et je suis en phase basse ou je suis en phase... bref, voilà quoi. Il y a plein de raisons pour lesquelles je peux pas être totalement assidue. Par exemple, à la fac, j'ai un statut particulier d'étudiant handicapé. Et heureusement que j'ai ça, parce que j'ai pas fait une semaine complète encore. Parce qu'il y a des moments où il faut que je me repose, parce que par exemple, le sommeil est tellement primordial dans le fait de garder une humeur stable que si je fais une petite nuit, je vais pas en cours et je me repose. Ah, c'est vrai, le sommeil c'est hyper important? Ah ouais, le sommeil c'est en tout cas... pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... Toujours, on précise. Qui est primordial, quoi. Si j'ai des nuits régulières, mon état, généralement, il est stable. Dans des périodes où je suis stable. Mais par contre, si j'ai des nuits de 2 heures, 4 heures, le lendemain, tu peux être sûr que je serai soit trop bas, quoi. Et après, ça peut affecter mon état pendant 3 semaines, quoi. Juste une ou deux nuits déclenche, en fait. Voilà, une ou deux nuits où je dors pas. Tu vois, quand t'es fatigué, t'es hyper à fleur de peau, quand t'es très, très fatigué. Et ben là, ça sera pareil, mais version vraiment beaucoup plus violente, parce que tout est amplifié, en fait, avec la bipolarité. Donc, j'ai intérêt toujours à faire des bonnes nuits, en fait. C'est ça qui fait que j'arrive à être bien. Même malgré les phases hautes et basses, qui, par exemple, toi, tu dis c'est saisonnier, à l'intérieur de ces phases, t'as quand même des grosses variations. Ça dépend des périodes. Là, je te dis, ça dépend si t'as des événements qui te déstabilisent ou pas, parce qu'il y a les événements aussi. Il y a la bipolarité qui parle toute seule, par elle-même, mais il y a d'autres événements qui peuvent déstabiliser. Si t'as, je sais pas moi, des problèmes familiaux, des problèmes à ton taf, des problèmes qui peuvent te stresser et donc modifier tes humeurs sur le court terme. Enfin, en tout cas, pour moi, ça modifie mes humeurs sur le court terme. Et ça peut même ça peut entraîner des phases hypomanes. Oui, parce qu'en fait, comme je disais...
plus on descend bas, plus on monte haut. Et d'ailleurs, donc en fait, si par exemple je commence à être bas, je sais que je vais remonter. Mais si je commence à être haut, je sais que je vais descendre. et ça, tu le conscientises ou pas? Ben ouais, là, c'est ce que j'apprends en fait. Avec les années, c'est ce que j'apprends à faire. Et de me dire, même quand je suis en phase haute, ok, là, fais gaffe, parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, tu vas être tout en bas si tu fais rien, si tu prends pas les médicaments adaptés. Et ça t'aide à aplatir un peu le truc, quoi. Ouais, ça aide ça m'incite à me reposer, ça m'incite à m'observer encore plus pour faire encore plus gaffe, tu vois, quand je sens que je suis trop bas. Ok. Pour essayer de maintenir un état à peu près stable et savoir quand est-ce que je dois prendre les médicaments, quand est-ce que je dois pas les prendre. Est-ce que t'as des... C'est quoi les recommandations quand, par exemple, tu es en phase hypomane? Est-ce qu'on te dit, fais tout ce que tu veux? Est-ce qu'on te dit de rentrer? Est-ce qu'il y a un danger à plonger dans la phase hypomane, genre à avoir plein de projets, à mener des trucs, à faire des... Tu parlais des fresques et tout. Est-ce qu'on t'encourage plutôt à le vivre à fond, ce truc? Ou on te dit, essaye de limiter Non, la psy, elle me dit carrément de limiter. Ah ouais. Après, moi, justement, c'est ma responsabilité envers moi-même. Est-ce que je m'autorise à être en phase haute ou pas, en fait? Parce que le risque ultime, c'est la phase maniaque. Dans ce cas-là, c'est la déconnexion avec la réalité et c'est affreux. Et puis, plus je suis haut, plus je suis bas. Donc, en fait, c'est là que c'est dangereux, quoi. C'est que je peux profiter vraiment, mais si je prends pas les médicaments pour me calmer, entre guillemets, je sais qu'après, je serai complètement dépressive et j'aurais du beaucoup plus de mal à remonter, quoi. En fait, c'est le fait de vivre ta phase hypomane à fond qui peut entraîner une phase maniaque, c'est ça? Ouais. Enfin, après, ça dépend, parce que, en tout cas, là, dans mon cas actuel, oui, mais par exemple, quand j'avais mes phases sur plusieurs mois, quand j'étais pas encore soignée, c'était le fait d'être longtemps en phase hypomane qui peut entraîner la phase maniaque. Ou alors un événement qui dérègle un peu le truc. Encore une fois, un problème de taf, ou alors une relation amoureuse qui se passe super bien et qui t'euphorise de ouf. Bam, phase maniaque, tu vois. En fait, y a pas de... Donc ça veut dire que tu dois jauger toi-même. Par exemple, tu peux dire, ok, j'ai hyper envie de faire ça, j'ai hyper envie de faire tel truc, mais je vais peut-être pas le faire parce que ça risque de me rendre trop euphorique, par exemple. Il faut se brider, en fait. En fait, il faut se brider. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est une auto-observation assez constante. C'est un truc... il faut se brider, c'est ça. Ouais, c'est... Ok, tu vois, je n'imaginais pas comme ça, moi. Moi, je le voyais plus... juste, je pensais que le fait d'en être conscient, ça suffisait. Alors qu'en fait, c'est tes actions qui peuvent entraîner ou pas... voilà, si tu t'autorises à ressentir telle ou telle émotion aussi. Donc la conscientisation, elle est hyper importante, en fait. C'est un ouais, truc de elle fou. est hyper importante, en tout cas dans ma façon de vivre la bipolarité. Ouais. J'ai la chance de pouvoir le faire, donc c'est super, super important. Et comment t'as vécu le Covid? Est-ce que tu peux relier des trucs, tu vois, par rapport au confinement et tout? Le Covid, comme tout étudiant, hein, je manque de vie sociale, je manque de... Ma productivité, elle a baissé de ouf parce que je vis rien dans ma vie, tu vois. Donc forcément, je pense que tu prends un étudiant classique avec ses émotions et ce qu'il pourrait avoir... et tu extrémises le truc, quoi. Comme d'habitude, en fait. J'ai pas vraiment d'anecdotes ou de choses précises à raconter à ce sujet, à part que, oui, ça joue sur ma stabilité, parce que ça joue sur la stabilité mentale de tout le monde. Donc, en fait, pourquoi pas moi, quoi. Toi, ils doivent être dans la compréhension, du coup, ta fac, par rapport au fait que tu aies arrêté un peu les cours, parce que là, du coup, en ce moment, tu vas plus en cours à cause de ta bipolarité. Mais du coup, ils doivent être vachement dans la compréhension, non? Est-ce que ça aide un peu les gens à comprendre, tu sais, sur un peu la dépression et tout, peut-être ça... Les gens qui sont au courant, ils savent que c'est ma maladie et qu'on peut rien y faire et que c'est comme ça et que, effectivement, si eux vivent mal une situation, moi, ça doit être encore pire. Mais ceux qui sont pas au courant, ils savent juste que je suis plus en cours et c'est tout, quoi. Après, j'ai la chance à la fac d'avoir la médecin universitaire et l'infirmière dont je suis très proche et qui comprennent vraiment très bien le truc et qui gèrent avec moi très bien. Ah ouais, c'est trop cool ça. Ah, ils sont hyper au courant. C'est à Avignon? Ouais. Ils sont hyper ouverts à ça. Oui. Et ça veut vraiment pas mal de détails et je me suis toujours sentie très très accompagnée depuis que je suis à Avignon. Ça, c'est vraiment cool ça. Ouais. Ça, c'est des trucs que tu n'avais pas retrouvés C'est plus dur, non, au lycée et tout, non? En fait, au lycée, le problème, c'est que j'avais fait une tentative de suicide dans le lycée. Donc, en fait, ils ont eu peur. Tu vois. Okay. Ils ont dit à ma mère, gardez-la. Et elle passera le bac si elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, mais gardez-la à la maison. Parce qu'on veut surtout pas... Enfin, ils voulaient surtout pas avoir un suicide dans le lycée, quoi. Enfin, ce que je peux comprendre, tu vois. Ouais, donc, ils ont été compréhensifs. Après, je sais pas si c'est comme ça avec tout le monde. Et dans toutes les situations. Mais moi, comme il y avait eu une tentative de suicide, ils se sont dit, bon, on va la laisser loin. Ouais.
Et en même temps, ouais, en fait, c'est vrai que j'ai dit ils ont sauvé leur cul, mais finalement, c'est un peu compréhensible aussi, même Carrément. par rapport. En fait, c'est plus pour la protection des autres élèves, en fait. Ouais. Ouais, c'était plus pour ça, mais ils ont continué à être compréhensifs par rapport à Même toi. pour et eux, tout, pour la donc c'est pas réputation trop- du lycée, tu vois. Genre, t'imagines, t'es un lycée et puis tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé dans ton lycée, ils vont penser que c'est à cause des choses qui se passent dans le lycée. Ouais. Donc tu vois, ouais, il y avait des problèmes. Enfin, en tout cas, j'avais des problèmes de harcèlement et c'est ça qui a contribué aussi à déclencher ma phase Ouais. maniaque, etc., tu vois. Mais, Mais c'était là, pas tu vois leur ce que faute. tu viens de dire? Harcèlement. Tu dis que tu as subi du harcèlement et ça a déclenché une phase maniaque. Alors que, je sais pas, je me dis, bah oui, harcèlement, ça rend triste, tu vois, et du coup, ça aura plus tendance à déclencher une phase basse, tu vois. Ouais, mais c'est pas. Est-ce que tu peux prédire si un événement va déclencher. Est-ce Non. que tu peux pas savoir en En fait? fait, il y a les événements, même les événements vraiment tristes, tu vois, les événements vraiment démoralisants, les événements vraiment violents, en fait, ils peuvent te faire aller en phase haute, quoi. Enfin, me faire aller en phase haute. T'as un Ça- moyen ça- de ça savoir dépend. si on te donne par exemple des exemples d'événements, il y a moyen de dire ah bah ça va plutôt me déclencher quelque Non, chose parce de que par haut, exemple, ça tu vois, plutôt cet quelque chose été, de bas. j'ai eu une rupture amoureuse assez difficile à passer, tu vois, et ça m'a mis en haut. Enfin, Ah ouais? j'étais haut après cette rupture-là, tu vois. Tu saurais peut-être comment expliquer ça ou Non. pas du tout? Non, t'as aucune Parce idée. que c'est juste la chimie de mon cerveau qui décide, bon, ben ok, là, tel événement te déstabilise, d'accord, ben nous, on va te déstabiliser encore plus, tu vois. Je sais pas. Mais avec c'est une pas forcément conquise en qui va accord l'être, avec ce que tu pourrais ressentir, par exemple de la tristesse ou de la joie ou... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple de cet été par rapport à cette rupture, j'étais très très triste de cette rupture. Et pourtant, j'avais tous les symptômes d'une phase hypomane. Ah ouais. Tous. Et je me sentais surpuissante, comme d'habitude en phase hypomane, tu vois. Alors que dans le fond, dès que j'y pensais, j'étais triste, tout ça. Et après, Cet été, t'as la- dit? Ouais, c'était cet été. Et du coup, la Ok. redescente, tu vois, mois de novembre. Ah Redescente. donc c'est quand même un peu lié aux saisons à la limite quoi. Ouais, quand même. Quand même. Mais quand même, je saurais pas tout expliquer. J'ai pas encore assez de recul. Peut-être que si on refait la même émission dans 10 ans, je dois dire. Eh ben on refera la même émission dans 10 ans. Bon, c'est bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter et tout? On a parlé de certains trucs tout à l'heure, peut-être que je me souviens plus trop en fait. On avait parlé de certains trucs. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels je sais pas, peut-être quelque chose que tu as à dire aux gens ou d'autres choses duquel tu voudrais parler, tu vois? Un truc important qui te semble important? Il faut faire attention aux autres autour de nous. Non, mais c'est vrai, c'est basique, mais les gens qui sont autour de moi et qui font attention à moi sont vraiment primordiales dans ma façon de bien vivre ma maladie. Et il faut arrêter aussi de stigmatiser les gens qui ont des problèmes mentaux. Les problèmes mentaux sont aussi importants que d'autres problèmes de santé. Ou même, par exemple, quelqu'un qui sera en fauteuil, tu vois? C'est plus, les gens le voient, les gens le comprennent, les gens comprennent pourquoi ils souffrent, parce qu'ils se disent Voilà. ah bah moi, si j'avais pas l'usage de mes jambes, eh ben, ce serait super dur ma vie, tu vois. Alors que c'est plus dur de se projeter dans un trouble mental. Voilà, Aussi. c'est ça. Et puis, à échelle individuelle, peu importe le trouble mental qu'on a, si c'est la période, si c'est pas la période, il faut encore une fois pas hésiter à aller voir des psys parce que se demander pourquoi et rester dans sa solitude, c'est jamais bon. Même quand on n'est pas bipolaire, quoi. Surtout quand on est bipolaire, mais comment le savoir si on le sait pas, tu vois. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs. Oui. Est-ce que ça t'a plu? On a un petit peu galéré parfois. Hein. C'était dur, parfois on tournait un petit peu en rond, on savait pas trop quoi dire. Mais ça m'a plu quand même. Mais c'est compliqué en même temps. C'était un peu dur, hein, en vrai. Hein. Est-ce que t'as... Ah, moi j'aime bien un truc. Moi j'adore l'émission Un bon moment, ça s'appelle. Et à la fin de cette émission, chaque invité en fait donne une recommandation, un truc. Genre par exemple, est-ce que toi t'as quelque chose que t'aimerais faire... Là les gens ils écoutent ça, ils sont chez eux, tu vois. Et est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais leur dire, bah allez checker ça après? Par rapport à la santé mentale, Peu importe, comme tu veux. Un truc à aller checker, tu vois. Peut-être un compte Instagram ou n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, un truc que tu kiffes. ah putain, mais je sais pas. Attends, je vais essayer d'être pertinente. Tu peux, je sais pas, t'as pas... Non, mais tu peux recommander ton truc. Je sais pas, t'as pas un compte photo, un compte dessin ou un truc, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Non, mon Instagram, ça n'a pas de rapport avec la bipolarité. Moi, je vais conseiller mon Instagram. Si vous... Attends, si vous écoutez ça sur YouTube, abonnez-vous au compte @apprentipsy, tout attaché, sur Instagram pour d'autres aventures. Non, mais si il y a mon site, mes productions artistiques, elles sont sur un site. Ouais, vas-y, c'est quoi? Je sais pas. On mettra le lien en description.
Le mec, ça y Et est, sinon, oui, mon Instagram. Sinon, tu vois, mon Instagram, comme ça, tu peux suivre les trucs de mes dessins. Et peut-être parfois, je publie des trucs sur la bipolarité. Donc en vrai, c'est pas si impertinent que ça. Donc, @al.iix. Voilà. T'as été hyper investi dans le féminisme aussi. Oui. Genre, t'as fait plein de trucs par rapport à ça. Oui. Et j'ai vu, il y a pas longtemps, t'avais pas mis un truc, t'avais reparlé d'un truc que t'avais fait qui s'appelait la semaine du nu. Ouais. Tu peux nous en parler de ça, un peu? Mais pourquoi? Oui. Non, tu veux pas? Si, carrément. Bon, on n'est pas obligé de parler que... Alors là... Non, mais si, je vais en parler alors. Si, il y a pas longtemps, je fais un post où j'ai encore mis une photo de moi, les seins à l'air. Oh, Sur encore! Instagram, j'ai encore fait ça. Il y a des photos de moi nue sur mon Instagram, donc c'est vraiment une bonne raison d'y aller. Non, mais j'ai fait quand j'avais 16 ans. Quand Là, tu viens de tête, t'as des abonnés qui font pouf, les gens qui avaient pas prévu d'y aller, bon, ah putain! Dessin, ouais. Non, j'avais fait justement une semaine du nu quand j'avais 16 ans, et là, je l'ai rappelé récemment dans un des posts où j'avais fait une semaine où je me mettais en scène, où on voyait des photos de moi nue en story, et en fait, avec toutes les réactions que j'avais eues, elles ont été assez négatives, je me suis fait insulter, d'où salope, enfin bref. Est-ce que c'est le harcèlement dont tu parlais tout à l'heure? De quoi ? Non. Non, ça c'est juste passager, tu vois, par rapport à ce que c'était au lycée, franchement, c'était rien du tout. Mais du coup, j'ai fait ça, et vu que j'ai eu toutes ces réactions plutôt négatives, je me suis dit à la fin, ok, bon, je vais demander à tous mes potes de m'envoyer une photo d'eux à poil, et je vais mettre ça en story. Et il y avait une 60aine de personnes. C'est incroyable, les gens ont joué le jeu. Qui ont joué le jeu, ouais. Du coup, j'ai eu incroyable. plein de trucs, j'ai eu des seins, j'ai eu des nombrils, j'ai eu des oreilles, enfin, les gens, ils ont été hyper créatifs, c'était super en fait, cool. T'as reconstitué un portrait avec toutes les photos? Non, j'ai juste mis en story, j'ai juste mis les photos en story parce que tu sais, j'avais fait une semaine où c'était juste moi et je me faisais insulter et tout ça. Et après, c'était tous les gens, genre en mode pour fermer la gueule à tous les gens qui m'avaient insulté, tu vois, genre tous les gens qui avaient mis des photos d'eux à poil. Et à la fin, j'avais encore mis une photo de moi torse nu où j'expliquais que la nudité devait pas forcément être sexuelle, que c'est pas parce que je montrais mon corps nu que je devais forcément être sexualisée, et que en témoignaient les photos des gens en story, quoi. Ouais. Et voilà, ça a été plutôt bien accueilli. Et quand t'avais fait ça, t'avais pas flouté tes tétons? J'étais comme ça. Enfin, j'avais les mains sur les seins. Parce que tout ça, je crois que c'était... Enfin, il me semble que c'était pour lutter un peu le truc Free the Nipples, là. C'est ça? Mais du coup, quand même, tu peux... En fait, ça sert à rien de mettre une photo sans cacher les tétons, parce qu'en fait, elle est supprimée directement. Ouais, c'est ça. C'est automatique? Bah ouais, c'est automatique. Ou t'as l'impression que c'est signalé? Là, la dernière où, justement, on voit mes seins où j'ai pas mes mains dessus, j'ai mis des gros pixels parce que, ouais, c'est automatique. Tout le temps. Et déjà même au fur et à mesure, ton compte il te fait strike après, tu vois. Ah oui, après ton compte il peut être fermé en fait. Ouais, voilà, du coup, faire attention. Ah ouais, je préfère mettre mes seins avec des... Et est-ce que tu peux mettre une photo de toi nue et à la place de tes tétons, tu mets des tétons d'homme? Il y en a qui l'ont fait, hein. Il y en a qui l'ont fait. Et du coup, tu te fais strike? Non. Il y en a qui l'ont fait. Il y a des publications comme ça, si tu cherches bien, où c'est des zooms de poitrine de femme avec juste des tétons masculins et elles se font pas strike. Donc du coup, et vu que les tétons masculins, c'est autorisé sur Insta, avec un bon Photoshop... Il y en a pas après, c'est moche, je pense, mais c'est possible. Non, mais c'est une connerie, en vrai. Mais la plus grosse connerie dans l'histoire, c'est surtout clairement. De censurer ça, quoi. Eh bien, c'est fort bien. Alors, c'était Radio Psy. Oh mon Dieu, eh bien écoute Alix, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation parce que tu savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Moi, c'était vraiment une première pour moi. Du coup, écoute, j'espère que tu suivras un petit peu l'évolution et ce serait sympa de faire un truc, je sais pas, j'imagine déjà une espèce de table ronde avec plus de gens, tu vois, j'imagine des trucs... Je serais chaud de participer. Donc voilà. Eh bien écoute, nous te souhaitons bon vent. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez checker nos Instagram. Donnez-nous plein de followers. Et à la semaine prochaine. Petit mot de la fin. Bisous.